Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Un Pixel Près. Aujourd'hui, je vous propose un entretien très particulier avec François Bertrand de La Moutarde qui va nous parler de son jeu Terra Memoria, un JRPG, c'est-à-dire un jeu de rôle de l'école japonaise qu'il a fait avec son studio, un jeu extrêmement ambitieux qui est sorti en 2024 et que j'ai eu le plaisir de découvrir en direct avec lui, alors que le jeu venait juste d'être lancé, ce qui explique à la fois les interactions un peu moins formelles que d'habitude, et en même temps le fait que, effectivement, il y a des gens qui regardent le direct et interagissent en même temps. Il se trouve que ce direct avait lieu sur la chaîne Twitch Un des jeux, UNDESJEUX, que vous pouvez vous aussi rejoindre pour ce genre de découverte. Mais là, je vous propose effectivement de découvrir avec lui le jeu, qu'ils ont développé, le principe derrière chaque élément, et effectivement de voir un petit peu comme si vous découvriez un film en compagnie du réalisateur. Et bien là, nous découvrons un jeu en compagnie du studio qui l'a créé. Oui, Terra Memoria, c'est notre deuxième jeu. C'est donc un RPG d'inspiration RPG, en tout cas un jeu d'aventure d'inspiration RPG avec des combats au tour par tour. Et voilà, c'est une grosse aventure. C'était un gros challenge pour nous parce que c'est difficile de faire du RPG quand on est si peu nombreux. Mais voilà, on a réussi à arriver jusqu'au bout, non sans sang et larmes, mais on a réussi. Et aujourd'hui, le jeu est arrivé. Il est sorti sur PS5, Xbox, Nintendo Switch, PC, Mac et Windows. Et on a une belle version Steam Deck aussi qui est parfaitement optimisée. Donc si jamais vous êtes possesseur d'un Steam Deck, c'est très bon jeu pour le deck. Une question existentielle. Déjà, pour commencer, pourquoi avoir fait un RPG alors que justement, voilà, La Moutarde, comme tu l'as dit, c'est un petit studio qui n'a pas forcément beaucoup de moyens. Clairement, c'était pas spécialement la meilleure idée du siècle, mais on s'y est lancé parce que voilà, on est des amoureux de RPG. Moi, j'ai grandi avec Breath of Fire 3. Moi, mon RPG préféré aussi du coup par la même occasion. Final Fantasy 7, 9, le 9 qui est dans mon cœur. Vous remarquerez que j'ai sauté le 8 parce que c'est un très très mauvais jeu. Mais voilà, on avait vraiment envie de rendre hommage. Ah non, mais moi ce soir, je dis les termes. Oui, ok. Ok. Voilà, donc du coup, on avait vraiment envie de faire un RPG pour se plonger un peu dans tout ce qui a bercé notre enfance. J'ai eu un peu de mal à convaincre mon associé, c'est Anthony Leradi d'ailleurs, qui est sur le chat. Tout à fait. J'ai eu un petit peu de mal à le convaincre au début que c'était une très bonne idée, mais finalement on l'a fait. On a relevé le défi. Ça a été voilà, des moments compliqués aussi parce que c'est plus facile de jouer à un RPG que de faire un RPG. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de RPG qui, même après avoir eu leur financement sur Kickstarter ou quoi, voient jamais le jour. Parce qu'en fait, c'est vraiment très dur de passer de l'état de prototype de RPG à l'état de RPG fini. Il y a un gouffre vraiment profond pour y arriver. Donc du coup voilà, c'était surtout une envie un peu de kiff, hein. On avait vraiment envie de faire ça parce que c'est quelque chose qu'on aime. On s'était éclaté aussi sur OSM avec le Royaume des Poules qui était aussi une référence à Breath of Fire 3. Donc avec cette caméra top-down et du coup voilà, ça nous a tiqué. On s'est dit bon bah c'est le truc sur lequel on s'est le plus éclaté sur OSM. Ça fait sens de repartir sur quelque chose de similaire en termes de graphisme et de code. Donc voilà, on s'est lancé un petit peu comme ça. C'est vrai que voilà, je sais pas si je referais le même choix aujourd'hui, mais maintenant il est fait, il est là. Donc. Alors, d'un point de vue artistique, on voit quand même quelque chose d'assez, j'allais dire d'assez graphique, forcément, mais on a une direction artistique qui est pas mal ancrée. Est-ce que justement c'est quelque chose qui est arrivé de suite, ou est-ce qu'il y a eu besoin de plusieurs itérations? En fait, quand on regarde le dossier avec lequel on a présenté le jeu à une époque où il y avait rien, en fait, il y avait pas de prototype, il y avait juste l'idée en fait générale et ce qu'on se faisait de Terra Memoria. Finalement, le dossier en termes de gameplay ressemble assez peu à ce qu'est le jeu aujourd'hui. Par contre, graphiquement parlant, en fait, on avait déjà quasiment tout. Donc en fait, l'intention, elle était déjà là et on a quelque chose de très très proche de ce qu'on a aujourd'hui. On voulait vraiment avoir une intention artistique très forte dès le départ.
d'être très référencé Breath of Fire, en même temps d'avoir un tech un peu plus moderne sur plein d'aspects. Donc c'est quelque chose qu'on a défini très tôt. C'est l'avantage aussi d'avoir un directeur artistique côté art et quelqu'un à la tech dans les heads du studio, c'est que du coup on avait une vision assez claire quand même de ce qu'on voulait et côté tech et côté art. Ok. Ce qui nous manquait, c'est le côté game design, mais on s'est rattrapé plus tard. Ah, ok. C'est super efficace. Mâcher à mort la poussière. Ah, d'accord. Oh, ce bruit. Toum. C'est un truc que t'entends beaucoup dans Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Voilà, je sais pas si c'est une ref. Alors là, je pourrais pas te dire, c'est pas moi qui ai fait tout le travail de composition et de sound design, c'est Hipponeko qui officiait déjà sur Old School Musical, le premier jeu, qui a refait toute la BO pour le coup là de Terra Memoria tout seul, avec son musée des instruments qu'il a chez lui. Il a plus de 300 instruments, c'est vraiment très impressionnant. Donc il s'est éclaté, il a fait une BO très acoustique avec tout ce qu'il avait sous la main. Ouais. Et ça donne à Terra Memoria une BO très particulière qui va bien avec le jeu, ce côté un peu voyage, road trip entre potes. C'est vraiment ce qu'on voulait, d'avoir un musicien qui nous accompagne tout le long. Et ça marche plutôt pas mal. On va pouvoir en reparler parce qu'en plus, effectivement, l'une des particularités, c'est typiquement la BO a été pas mal mise en avant puisque le jeu, il est à la fois en solo, il est aussi en pack avec l'artbook et justement la BO. Il n'y a pas non plus d'objets, en fait on voulait des combats qui soient très efficaces, très rapides, quelque chose de finalement assez simple, accessible, pour que ça fasse un peu le pont entre les fans de JRPG hardcore qui attendent des aventures énormes, mais qui parfois rebutent un peu les joueurs un peu plus casual, et justement cette frange de joueurs qui se privent un peu de découvrir des JRPG fabuleux parce que les grosses aventures et la complexité d'un JRPG classique peut leur faire peur. Donc ce qu'on voulait, c'est être aussi un petit peu le pont entre ces deux mondes-là pour inviter des joueurs qui joueraient pas forcément des JRPG à s'y mettre. Comment est-ce que le scénario a pris forme ? Est-ce qu'il est venu avec... tu as dit le gameplay, on l'a eu un peu plus tard. Est-ce que ce monde-là, il est venu justement avec ces personnages ? Ou est-ce que ça a été l'inverse ? C'est-à-dire que d'abord, il y avait cette idée de personnages mages tout juste diplômés, entre guillemets. Et ensuite, il y a eu le monde qui s'est créé autour. Alors Moshang, c'est pas spécialement le personnage principal, ils ont tous la même importance, donc c'est le premier personnage qu'on joue, mais tu vas très vite t'apercevoir que tu vas passer sur autre chose. Donc c'est pas spécialement le personnage principal, ils ont tous leur importance dans le scénario, et on a essayé de leur donner une place égale dans le développement de l'histoire. Parce qu'on voulait justement que ce soit vraiment une équipe qui progresse, une famille en fait qui se construit. Et du coup, on voulait vraiment qu'ils aient tous la même importance. Sur le développement de l'histoire, ça a été très compliqué parce qu'on a revu le scope du jeu plusieurs fois. Donc notre scénariste Marie, on lui a fait un peu du mal. Elle a été obligée de retordre dans tous les sens le monde qu'elle avait créé pour que ça rentre. Donc je sais même plus si Moshang... Non, je crois qu'on commençait même pas le jeu avec Moshang au début. Oui, on a changé ça, on a rajouté l'intro avec Moshang assez tardivement dans la prod. Donc c'était même pas le premier personnage par lequel on commençait. Par contre, la chose qui va être commune à tous les personnages qu'on va jouer, c'est que c'est que des mages. Ils utilisent tous la magie d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de personnage avec une énorme épée à la Cloud qui va fracasser des bouches. C'est plutôt avec la magie qu'on fracasse des bouches. Donc voilà. Ça Même me si va. la musculature de Moshang peut laisser penser qu'il va s'y mettre à un moment, pas du tout. Alors, il faut placer la barricade fraîchement construite pour protéger Constance. Attention, elle doit être placée pile au bon endroit. Heureusement, on peut la faire pivoter jusqu'à trouver la bonne position. Alors là, j'ai une anecdote très intéressante à raconter sur l'outil que tu as sous les yeux.
Ouais. En fait, l'outil que tu as sous les yeux, c'est l'outil avec lequel on a fait tout le jeu. Donc on a commencé par développer cet outil-là, en tout premier. Et en fait, l'outil qu'on a mis à disposition des joueurs, en fait, c'est l'outil qui nous a servi à faire l'intégralité du jeu. Donc on a finalement très peu utilisé les features d'Unity pour la construction du monde et pour en fait toutes nos maps. Tout est un système custom en fait. Et donc ça, le système pour placer les éléments, pour peindre le sol, changer l'élévation, tout ça, c'est des outils qu'on a développés nous et qui nous ont servi à créer le jeu. Et en fait, on s'amusait tellement à le faire. C'était pas du tout prévu qu'on le mette spécialement dans le gameplay du jeu. En fait, on s'amusait tellement avec notre propre outil qu'on s'est dit faudrait qu'on le pousse un petit peu pour pouvoir le donner aux joueurs. Donc ça nous a obligés en plus à être exigeants pour nous en termes d'utilisation, que ce soit bien utilisé pour nous et pour les joueurs, et à amener une couche de polish qui a été très agréable pour les gens qui ont travaillé avec. Et en plus de ça, du coup, vu que c'est très complet, vu que ça permet vraiment d'éditer le terrain, de peindre, de poser de l'eau, de poser de l'herbe et tout, en fait on a une feature un peu plus tard dans le jeu, enfin beaucoup plus tard dans le jeu, que tu ne verras pas ce soir, qui permet de construire son propre village. Donc à un moment, en tant que joueur, on a toute une zone qu'on peut éditer, une très grande zone qu'on peut éditer, un peu comme dans Dark Cloud, Dark Chronicles, où vraiment tu peux construire ton village, tu peux poser tes maisons, poser de l'eau et décorer ton petit environnement. Donc ça c'est beaucoup plus tard dans le jeu, mais ça va aussi servir pour les énigmes. Donc voilà, c'est une feature qui de base était une feature très dev, très tech, et qui a fini par devenir une feature de gameplay. Quand j'ai lancé le jeu, j'ai regardé vite fait le menu, et en fait j'ai pas pu m'empêcher de constater qu'à un moment donné on se retrouve avec beaucoup de langues. C'est-à-dire, j'ai vu du coréen, du chinois, du japonais, de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand. On est sur un jeu qui est édité, mais donc probablement que c'est l'éditeur qui s'est occupé de cette traduction. Oui, t'as oublié le portugais brésilien, mais sinon la liste était complète, je crois. T'as oublié l'anglais aussi, je crois. Peut-être. Bon, bref. En tout cas, oui, c'est notre éditeur qui s'est occupé de la traduction. Alors ça s'est pas forcément très bien passé sur toutes les langues. À la sortie du jeu, on a constaté un énorme manque de qualité sur les langues asiatiques. C'est ce qu'on redoutait le plus parce que c'est vraiment... Je pense que c'est le truc sur lequel j'avais le plus d'appréhension et qui me faisait le plus peur à la sortie du jeu. Parce qu'on avait des bonnes perfs sur les wishlists au Japon, des très très bonnes perfs. Et en fait, je me suis dit, c'est un enfer parce qu'on peut pas vérifier. En fait, à la fin, on a beau avoir fait appel à une boîte pour traduire le jeu, puis une deuxième boîte pour faire la vérification. En fait, si les deux boîtes se sont loupées, on se retrouve avec un jeu qui est nul en japonais. Ça va nous tuer le marché. On n'arrivera pas à vendre là-bas. Et en plus de ça, on peut pas vérifier en fait. Nous, on parle pas le japonais, on n'arrive même pas à le lire. Et quand on passe les textes dans Google Trad ou dans DeepL, on sait pas si c'est le traducteur qui est mauvais et qui donne un français un peu bizarre, ou si c'est vraiment un français un peu bizarre. On n'a pas la certitude, on parle pas le japonais. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout ce qu'on flippait qui pouvait arriver est arrivé. Le chinois, c'est une catastrophe. Le japonais, c'est une catastrophe. Le coréen, c'est un peu moins une catastrophe, mais c'est une catastrophe quand même. Et ma review préférée sur Steam qu'on a eu, c'est un chinois. Quand on traduit sa review, ça donne exactement ça au mot près. Et je vais l'imprimer et l'encadrer dans les studios parce que vraiment, j'adore cette review. Je l'adore de tout mon cœur. Je ne sais pas quelle machine a traduit Terra Memoria. Point. J'ai vomi. Et moi, ça me régale. Vraiment, la traduction tellement horrible qu'elle fait vomir des gens, ça m'a terminé. C'était très très drôle. Mais voilà, du coup, c'était vraiment terrible à vivre parce que on avait cette peur, on n'avait aucun moyen de nous avoir le contrôle là-dessus. Et en fait, vraiment, tout ce qui aurait pu mal se passer, c'est mal passé. Un peu comme d'ailleurs le début de ce live, tu vois, c'est peut-être moi le problème en fait. Dans cette équation, si à chaque fois que j'interviens, il y a un problème, peut-être que je dois me remettre en question très fort. Mais ouais, non, c'est vraiment, on n'a pas eu de chance sur ce truc-là. Et donc là, on est en train de corriger le tir. On a publié d'ailleurs aujourd'hui une mise à jour sur Steam qui est censée corriger le chinois. Alors on verra si les Chinois continuent de vomir ou pas. On surveille les infos, on est sur BFM TV pour vérifier si l'épidémie de vomi de Chine due à Terra Memoria se réduit ou pas.
Mais en tout cas, voilà, là on est vraiment sur le pied de guerre pour essayer de corriger le tir, mais c'est un peu trop tard, quoi. Malheureusement, on a un peu loupé le launch là-dessus, et ça va être dur de reconvaincre les joueurs asiatiques de revenir sur le jeu maintenant que ils se sont tous un peu passé le mot pour dire que la traduction était catastrophique. Donc on verra ce que ça donne dans les semaines à venir, mais c'est vrai que c'est un peu dur de ce côté-là. Ça a été très très compliqué. Sur les autres langues, on a pu vérifier quand même, parce que même si tu parles pas portugais, espagnol, allemand, déjà les traducteurs automatiques sont très bons, donc tu peux vérifier un peu ton texte sur ces langues-là. Ça ressemble au français, ça va être bien traduit. Ça permet de faire quand même un gros check, mais par contre, et puis même tu comprends un petit peu quand tu lis de l'espagnol, même si tu le parles pas, tu vois à peu près si les concepts sont là, si c'est pas parti vraiment en live. Donc ça, sur ces langues-là, on a pu faire un petit peu de vérification. Sur l'anglais, bon évidemment on parle anglais, donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que sur les langues asiatiques, c'est vraiment terrible. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment de solution pour la suite. Ce qu'on pourrait mettre en place, en fait, il nous faudrait des éléments de confiance. Donc des gens sur place à qui on ferait 100% confiance pour nous assurer de la qualité du jeu. Mais le problème, c'est de les trouver, parce que pour l'instant, tous les partenaires par lesquels on est passé, ça s'est pas très bien passé. Donc réussir à avoir un premier pied comme ça de gens de confiance qui peuvent passer du temps sur de la lecture dans les pays asiatiques, c'est pas évident pour des studios de notre taille de pouvoir gérer ce genre de sujet. Et c'est pas évident non plus pour notre éditeur apparemment, puisque voilà, c'était à eux de gérer ça et ça s'est pas très bien passé. Kojima, le collègue, on peut lui demander. C'est un running gag, et d'ailleurs ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a des sites qui vérifient pas trop les trucs, et du coup il y a des sites où il y a marqué que Hideo Kojima a participé au développement de Old School Musical et de Terra Memoria, et moi ça me flingue de rire. On le met avec la blague à chaque fois en mettant Hideo Kojima, celui qui n'a pas participé au développement du jeu. Et en fait, il y en a qui reprennent juste le fait qu'il y a Hideo Kojima dans les crédits, et du coup on se retrouve avec ça. Ça me fait beaucoup rire. Sur Old School Musical, on avait moins de langues que ce qu'on a sur Terra Memoria à la sortie, et on a eu de la fan trad après, et finalement c'est les meilleures traductions qu'on ait eues parce que les gens sont très impliqués, ils font attention. Et pareil, nous on préfère passer par des freelances en direct plutôt que par des agences, parce qu'en fait sur les agences, quand t'es petit déjà, tu te retrouves un peu noyé dans le flot de clients qu'ils ont, et vu que t'es petit, ils vont forcément te donner à leurs traducteurs les moins compétents, aux stagiaires, et du coup tu te retrouves avec vraiment des traductions catastrophiques. Ça te coûte pas forcément moins cher, les gens sont payés au lance-pierre, alors que quand tu passes par des freelances en direct, leur rémunération est meilleure pour eux. Toi t'as quelqu'un en direct, donc tu sais ce qu'il vaut, tu sais très rapidement comment ça se passe avec lui. Et en plus c'est des gens qui sont très impliqués, quasiment comme des fans, quoi. Le traducteur portugais-brésilien, quand il a vu le jeu passer sur Twitch, il m'a renvoyé des corrections. C'est-à-dire qu'il allait voir des streams du jeu, et il s'est dit là on pourrait faire un peu mieux, donc il m'a envoyé un fichier de correction, alors qu'il y a rien qui l'empêchait, qui l'obligeait, son contrat était terminé. Mais voilà, il avait vraiment envie de bien faire et de s'investir, donc du coup ça a été une super expérience. À chaque fois qu'on est passé en direct avec des gens, en fait, ça se passe beaucoup mieux qu'avec des agences. Moi je déteste les agences, et c'est quelqu'un qui a travaillé en agence qui dit ça, d'accord. Pas en agence de traduction, mais en agence de marketing. Et c'est pareil. T'en fais pas, je critique bien le marketing alors que je l'enseigne, tout va bien. Tout va bien. La première chose que je dis aux gens, c'est si vous aimez pas le marketing, vous avez raison, vous inquiétez pas. Tu nous as parlé un peu de ce gameplay qui est arrivé un peu plus tard par rapport au monde qui a été découvert. C'est dans le process du projet, vous partez avec l'idée de faire un RPG, c'est bien ça? Puis ensuite de faire le monde? En fait, donc là, tu joues avec Seal, donc c'était plutôt Seal le personnage avec lequel on commençait de base. D'ailleurs, tu n'as plus Moshang avec toi. Là, vraiment, t'es pas sur le début du jeu tel qu'on l'avait imaginé, parce qu'on avait imaginé une intro avec Seal au départ, mais en tout cas, tu es avec le personnage qu'on avait imaginé au départ. En fait, ce qui s'est passé au cours de la production, c'est que on a pensé qu'on pouvait se passer de game designer si on faisait un peu tous le travail de game designer, ce qui est une très très mauvaise idée. Et donc du coup, en fait, la tech s'est construite. On a avancé sur le jeu, on a avancé sur des environnements, sur des villes, on a avancé sur du lore, on a avancé sur des personnages, en se disant c'est facile, le système de combat, on l'a noté sur papier, ça va fonctionner. Et en fait, du coup, le système de combat est arrivé 1 an avant la sortie du jeu. Pour te dire à quel point c'est arrivé très 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 tard dans la prod. Donc sur les 4 ans de prod, en fait, on est resté 3 ans sans système de combat. Avec l'imagination
l'idée un petit peu naïve que ça allait être facile, que en fait on l'avait tellement travaillé dans notre tête, enfin surtout moi je l'avais tellement travaillé dans ma tête que ça allait être simple à dérouler, et en fait ça ça a été compliqué parce qu'en fait on a eu on a eu des briques très rapidement. On avait des villes dans lesquelles on pouvait courir, on avait des personnages avec qui on pouvait parler, on avait le système de quête, mais en fait il n'y avait pas de jeu jusqu'à très très tard. Il y avait des morceaux indépendants les uns des autres, et il n'y avait pas cet univers, il n'y avait pas les combats, il n'y avait pas la boucle de gameplay en fait, jusqu'à très très tard dans l'aventure. Par contre, tout était noté. Et au final, quand on regarde aujourd'hui la première version du dossier qu'on a faite, en fait, le jeu ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ, parce que déjà le scope était pas bon. On avait un projet qui était trop ambitieux par rapport à la taille de l'équipe, donc c'était pas possible. Et en plus de ça, on avait cette deuxième problématique qui était que vu qu'on n'avait pas de GD, en fait, on pouvait pas avancer vraiment sur tout ce qui était mécanique. En fait, on avait toute la tech, toutes les UI, toute la 3D, toute la 2D, c'est des choses qu'on pouvait faire. L'histoire aussi, la musique. Mais par contre, la partie vraiment game design, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant très très tard. Donc on a recruté, en voyant qu'on s'en sortait pas avec ce sujet, on a recruté GD et LD, donc Robin Nicolet et Guillaume Loge, qui nous ont accompagnés sur le GD et le level design sur la dernière année de production, et qu'on fait un travail incroyable parce que ils ont amené Terra Memoria à la vie en tant que jeu, là où c'était plus un outil tech pour faire des jeux, jusqu'à la dernière année, quoi. Vous aviez déjà l'expérience d'un premier jeu qui, lui, est un jeu musical. À un moment donné, à quel moment vous vous êtes dit let's go RPG, et surtout le moment où vous avez pigé que c'était quand même un énorme projet? Ça, le fait que c'était un énorme projet, on l'a compris directement. On savait que ça allait être dur, que voilà, on savait très bien qu'en petite équipe, c'était dur. On était prêt à relever le défi, mais on savait très bien qu'on allait rencontrer des problèmes. On voyait de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu aux nombreux Kickstarter de RPG qui se lancent et qui voient jamais le jour. Tu vois quand même de loin que c'est un genre de jeu qui arrive très peu à passer de l'étape prototype à l'étape jeu final. Pourtant, qu'il y a beaucoup de fans, beaucoup de gens en fait qui adorent les RPG, qui ont un jour envie de créer le leur, qui en fait n'arrivent pas à concrétiser le jeu final en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on avait dès le départ. Pour le coup, on savait très bien que ça allait être difficile. Par contre, là où on s'est fait un peu surprendre, c'est sur le côté, c'est le côté fossé entre le fait de mentaliser un jeu depuis longtemps et le fait de le faire pour de vrai. Globalement, c'est mon mantra un peu maintenant, c'est pas possible de faire le jeu de ses rêves. C'est impossible en fait. Parce que le jeu de tes rêves, il existe que dans ton cerveau. Que ton cerveau, il fait exprès d'éluder certains problèmes qui fait que dans la vraie vie, ça marche pas. Il te montre que ce qui est idéal. Et en fait, t'as l'impression que tout fonctionne. Et quand tu veux mettre les choses sur pied, en fait, c'est plus du tout pareil. Donc, est-ce que Terra Memoria aujourd'hui, c'est le jeu de mes rêves? Est-ce qu'au départ, quand je l'ai lancé, c'était le jeu de mes rêves? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je le regarde, c'est le jeu de mes rêves? Non, parce que le jeu de mes rêves ne pouvait pas exister de toute façon, n'existera pour toujours que dans ma tête. Et donc, du coup, ça a été dur de se détacher de ça, en fait, de se dire, ok, à un moment, il faut revoir le scope, il faut, parce qu'en fait, il y a des trucs, c'est juste pas possible. Même si on était d'ailleurs très nombreux, c'est pas possible, ça marche pas. Il y a même des fois, t'en fais trop. Et c'est trop. Final Fantasy VII Rebirth, là, il y a pas longtemps, qui s'est lancé, il en fait trop, par exemple. Il y a des moments où c'est vraiment too much. Ils auraient dû se concentrer sur d'autres choses plutôt que d'aller se perdre dans on va tout faire, on va faire un jeu de moto, et puis un jeu de course de chocobo, et puis un jeu de bataille de vaisseaux dans l'espace, et voilà, et comme ça jusqu'à ce qu'il y ait plus d'idées de trucs à faire. Et en fait, c'est surtout ça, c'est de réussir à concentrer son énergie au bon endroit pour faire un bon jeu et pas le jeu de ses rêves. C'est vraiment quelque chose que je pense sincèrement maintenant. J'ai fait le deuil du jeu de mes rêves en fait. Ce qui fait que Terra Memoria n'aura pas pu être un bon jeu, n'aurait peut-être même pas pu être un jeu du tout si j'avais persévéré sur ce mantra-là. Je l'ai compris très tard dans la prod, mais j'ai fini par le comprendre quand même. Ce qui a libéré un peu après le jeu de
de ses contraintes, libérer le jeu de son créateur finalement. Et donc du coup qui m'a permis de pouvoir faire de Terra Memoria un jeu et un bon jeu. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est le truc le plus dur, c'est de réussir à scoper correctement un RPG quand t'as passé ton enfance dessus sur ce genre de jeu. C'est des univers entiers en fait, tu vois, tu t'es plongé dans des trucs qui te dépassent complètement, qui t'ont forgé, qui ont forgé ton âme en fait, qui font de toi la personne que t'es aujourd'hui. Et en fait, c'est tellement profond que ça te dépasse forcément. T'arriveras pas à faire ça en fait, c'est pas possible. Parce que ce sentiment-là, c'est un sentiment qui est peut-être aussi moins fort quand t'es adulte. C'est des choses qui te percutent quand t'es enfant. Puis aujourd'hui, on est presque un peu blasé, tu vois, on voit des jeux, on oublie à quel point c'est ouf, à quel point nos âmes d'enfants, elles étaient complètement émerveillées devant des trucs simples. On avait des jeux complètement pétés et on y passait nos journées entières en se disant que c'était incroyable alors que c'était nul, mais en fait on était vraiment émerveillés de ça, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas aujourd'hui. On est très critique, on est très saoulé facilement, blasé facilement, on passe à autre chose. En plus notre temps d'attention aujourd'hui avec TikTok, avec Netflix, avec tout ça, il est plus qu'il était avant. On a une profusion de contenu qui fait que c'est facile de passer à autre chose. Donc en fait tout ça fait que ce sentiment-là qu'on avait de construction psychique, personnelle, morale qu'on avait quand on était gosse, en fait, on l'aura plus. Et tout ça, ça fait que tout ce que t'as pu imaginer quand t'étais gosse, où tu te voyais toi aussi vivre ton aventure, toi aussi t'imaginais le RPG parfait, les choses comme ça, quoi, bah, c'est quelque chose que tu ne pourras pas de toute façon concrétiser parce que déjà ça ne peut pas exister dans la vraie vie, ça va se confronter au réel et ça va souvent se prendre un mur. Et en plus de ça, c'est des sentiments qui sont trop forts et qui te dépassent et qui te décevront tout le temps si tu t'y attaches. Si tu t'attaches à cette idée que tu vas réussir à faire le jeu de tes rêves, en fait tu vas être déçu du résultat. Donc il faut se détacher de ça très tôt et se dire que en fait tout ce que tu es en train de faire là, c'est un jeu qui est trop cool, un super bon RPG, mais il faut que tu te détaches très très vite de ce genre de truc. Et je pense que le RPG c'est beaucoup plus un écueil que beaucoup d'autres genres de jeux, parce que justement c'est des univers, c'est de l'attache émotionnelle, c'est des personnages qui font quasiment partie de ta vie aujourd'hui, et du coup c'est vraiment beaucoup plus dur, je pense. On a eu beaucoup moins cette difficulté là sur OSM par exemple, sur notre premier jeu, qui est beaucoup plus léger dans son ton, qui est beaucoup plus qui a pas un univers que tu peux parcourir, qui a pas. Et du coup, on avait moins ce problème, même si j'y ai mis 2 mois. Il y a une partie qui est un peu autobiographique dans Old School Musical. Mais il y a moins ce côté projection mentale du toi enfant qui veut faire le RPG parfait et qui en fait rêve de quelque chose qui est inaccessible, quoi. Et c'est pas forcément pour dire que à la fin le jeu est pas bien. C'est pour dire que au contraire, si tu veux arriver à ce que ton jeu soit bien, il faut impérativement que tu te détaches de ça le plus tôt possible. C'est une bonne leçon qu'on a appris sur Terra Memoria. Voilà, donc cet épisode touche déjà à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié cet échange qui continue justement sur des questions à la fois techniques d'un côté et à la fois artistiques de l'autre. En attendant de découvrir peut-être la suite, je vous souhaite une superbe fin de journée.